Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Le samedi 15 février 2025, merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Et on commence tout de suite avec les changements à la une. Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Samedi 15 février 2025, les changements à la une avec Mathéo Lamblot. Le 10 février dernier, l'APF France Handicap et le collectif Handicap organisaient une manifestation place de la République et ils étaient plus de 3000 à se rassembler. Et les participants ont exprimé leur mécontentement face à l'application insuffisante de cette loi et ont réclamé une meilleure reconnaissance des droits des personnes handicapées. Le lendemain, le mardi 11 février, jour anniversaire de la loi, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en collaboration avec le ministère de l'Autonomie et du Handicap, a organisé un colloque au Handilab à Saint-Denis. Cet événement a réuni des experts et des acteurs du secteur pour partager des innovations visant à rendre effectifs les droits des personnes en situation de handicap et construire des solutions d'avenir. Enfin, à l'occasion de cette semaine anniversaire des 20 ans de la loi, le député écologiste Sébastien Pétavy, lui-même en situation de handicap, a lancé la plateforme de témoignage riensansnous.fr afin de faire le bilan de cette loi et mesurer les avancées et les progrès qu'il reste à réaliser. Les changements à la une avec Mathéo Lamblot sur Sud Radio. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Les changements à la une à retrouver chaque semaine dans Sud Radio. Faut que ça change ici même sur Sud Radio. Et merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter, nombreuses chaque semaine. Et nous allons bientôt atteindre d'ailleurs les 1 million d'abonnés sur YouTube. Alors merci pour votre soutien. Mes invités autour de la table aujourd'hui pour faire le bilan de ces 20 ans de la loi de 2005 sur le handicap, l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Pascal Ribs, vous êtes présidente de l'association APF France Handicap. Bonjour. Bonjour. Alors je commence par vous parce que la déontologie journalistique me contraint et c'est bien normal. Eh bien, à préciser une chose, la chronique que vous venez d'entendre, APF France Handicap en est le sponsor et uniquement le sponsor de cette chronique et non de l'émission. Et le contenu éditorial qui est réalisé dans l'intégralité de l'émission est réalisé en toute indépendance selon la liberté de la presse et des médias. Et vous n'influencez en aucune manière la conduite éditoriale comme on a pu l'entendre. Donc je tenais à clarifier ce point. Benjamin Louis, bonjour. Vous êtes président de Cœur Handisport. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous travaillez aussi sur l'éloquence de la différence qui emmène les personnes en situation de handicap sur la prise de parole en public. Vous avez l'année dernière, je crois, organisé au Grand Rex une grande cérémonie, c'est bien ça ? Exactement. Et cette année, vous allez le faire où ? À Mogador. À Mogador, alors ça sera encore plus grand et beaucoup plus grandiose. Vincent Julet, quand même à vous êtes... préciser qu'ils étaient accueillis il y a quelques jours à l'Elysée. Exactement. Effectivement, avec Emmanuel Macron, c'était jeudi de la semaine passée. Mercredi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Emmanuel Dalseco, du coup, que vous venez d'entendre, journaliste, bonjour. Bonjour. Et vous êtes aujourd'hui en chroniqueuse dans l'émission. Et puis, Vincent Julet, je le disais, vous êtes vice-président de l'APHPP. Alors, qu'est-ce que c'est que l'APHPP ? Bonjour Vincent. Bonjour Anthony. Alors, l'APHPP, Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. On regroupe des acteurs du monde politique, du monde économique, du monde associatif pour porter le sujet du handicap dans tous les pans de la société. Je suis aussi... ça peut être aussi intéressant de le dire, président d'une grosse association sur Courbevoie, Bien Vivre sans handicap, qui représente aujourd'hui près de 400 adhérents en local, qui a pour objectif de créer du lien et donner localement une visibilité positive au handicap. Bon, alors c'est pas mal. Je le disais dans les changements à la une, Collectif Handicap et l'APF France Handicap, vous avez organisé lundi dernier un appel à manifester sur la place de la République. Vous étiez plus de 3000 à manifester votre mécontentement parce qu'un bilan en demi-teinte sur ces 20 ans de la loi du 11 février 2005... Moi, je voudrais d'abord qu'on parle d'emploi, les amis, si vous le voulez bien. Comment ça se fait que la loi de 2005, qui a priori a quand même mis beaucoup d'éléments et d'outils en place pour les entreprises, les employeurs, pour employer les personnes en situation de handicap, comment ça se fait qu'on ait aujourd'hui un bilan avec un chômage à 12%, avec un tiers seulement des entreprises qui respectent leur obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Comment ça se fait ? La question, je la pose à tous les trois. Ok.
Je peux peut-être commencer si vous le permettez. Oui, allez-y Pascal. Enfin, alors moi je dirais que d'une manière déjà beaucoup plus globale au sujet du handicap, ça reste quand même toujours la première cause de discrimination en France pour la 7e année consécutive. C'est-à-dire qu'il y a un problème systémique et particulièrement effectivement sur le sujet de l'emploi et particulièrement d'ailleurs pour les femmes en situation de handicap. Elles sont toujours discriminées et mises à l'écart et en gros on a un taux de chômage qui est 2 fois supérieur à la population qui n'est pas en situation de handicap. C'est-à-dire parmi des personnes qui peuvent travailler et qui sont à la fois 2 fois plus en nombre au chômage et 2 fois plus longtemps aussi au chômage. 21% selon le défenseur des droits, le taux de discrimination, bien loin devant la discrimination pour cause de religion et d'appartenance culturelle, je crois, Emmanuel, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Bon, écoutez, on vérifiera les chiffres, mais en tout cas, la discrimination du fait d'un handicap est loin devant les autres, et ça, peut-être que cela explique Benjamin Louis, cet écart incroyable dans notre société. En fait, si on regarde les chiffres, effectivement, en 2023, le défenseur des droits, par rapport au thème, donc le handicap c'est le premier, et si on décortique le handicap, l'emploi public c'est 21%. L'emploi privé, il est 3e avec 16%. Donc en fait, si on fait le total, on est à 37% sur emploi public et emploi privé. Donc en fait, on est à plus d'un tiers en fait sur le sujet de l'emploi. Donc on voit que l'emploi est un sujet majeur en France. Et donc le handicap, effectivement, on se rend compte au fil du temps que finalement, on rencontre beaucoup de personnes qui subissent des discriminations dans l'emploi. Juste pour devenir salarié, donc se faire employer dans une entreprise, mais aussi les personnes qui sont présentes dans les entreprises. Et en fait, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont de l'autocensure et du coup qui ont du mal à mettre des mots. Ouais, vous voulez dire qu'elles n'osent pas parce que ça leur paraît complètement inatteignable. Oui, il y a aussi le poste auquel elles veulent candidater. Alors il y a ça, mais il y a aussi le fait de subir des discriminations et justement de pouvoir faire face à ça. Et ça, c'est toujours compliqué quand on n'a pas fait son parcours, on va dire, de reconnaissance entre guillemets. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire évoluer sur le sujet. Ouais. Bon, écoutez, vous bougez pas, on revient tout de suite après ça sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être toujours là à l'écoute, toujours plus nombreuses et nombreux avec mes invités autour de la table. Vincent Julet, juste avant la pub, j'allais vous donner la parole pour revenir sur cette question de l'emploi avec aussi une clarification d'Emmanuel Dalseco sur déjà la moyenne nationale. C'est 3,6% de travailleurs handicapés dans le privé, un petit peu mieux dans le public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle des 20 ans de la loi de 2005. Mais en fait, cette obligation, ce fameux 6%, ce quota de 6%, il est en vigueur depuis 1987. Et non 2005, effectivement. Donc, il faut aussi ramener en T 2005 aussi ces OETH, ces obligations d'emploi des travailleurs handicapés. Vincent Julet, comment on explique que les entreprises aujourd'hui peinent, quand on les écoute, à recruter des personnes en situation de handicap ? Tu as raison, Anthony. En fait, on a 2 problèmes. C'est qu'on a des entreprises, effectivement, on a des salariés qui peinent à trouver un travail et on a des entreprises qui peinent à trouver les candidats. Benjamin en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a déjà une partie d'autocensure. C'est est-ce que je me déclare ou non en situation de handicap. Je crois que ça, c'est aussi un point. On a quand même 80% des handicaps qui sont des handicaps invisibles. On a la peur de la sanction. Donc, effectivement, du coup, ça conforte ce point-là, la peur de se déclarer. Et puis derrière, moi, je crois sincèrement qu'effectivement, on a aussi un point qui est important, c'est que on peine aussi à passer en fait tout le processus de recrutement. C'est-à-dire que je crois qu'aussi les employeurs, et je crois que c'est là-dessus où j'aimerais insister, se voilent un peu les yeux. Il y a un manque de connaissance de ce qu'est le handicap. Anthony, tu le sais, comment recruter un handicapé visuel si on ne sait pas ce que c'est qu'un lecteur d'écran, par exemple. Donc il faut connaître les solutions de compensation du handicap. Et on va l'expliquer 2 secondes. C'est un petit logiciel installé dans un téléphone ou un ordinateur qui vocalise tout ce qu'il y a d'écrit et qui permet d'interagir avec la machine. Et puis le dernier point, si je peux me permettre, c'est que aussi le collaborateur quand il vient. Et moi, je crois que j'aimerais aussi tenir ce discours-là. C'est que il doit pas venir. C'est peut-être le conseil que j'aimerais donner. Il ne doit pas venir avec des problèmes. Enfin, moi, j'ai été directeur commercial pendant une 15aine d'années. Quand vous recrutez quelqu'un, quand vous apprend... Vous êtes vous-même déficient visuel. Comme Benjamin Louis, d'ailleurs. Moi-même déficient visuel, effectivement. Et j'ai pu gérer des centaines de collaborateurs sans voir mon écran. Mais
le gros sujet, c'est que vous ne... Comment... merci Anthony. Mais aujourd'hui, quand vous recrutez quelqu'un, la règle, c'est si vous avez un doute, vous ne faites pas. Et je crois que quand vous êtes en situation de handicap, il faut venir, certes, avec votre handicap, mais il faut venir avec votre compétence, il faut venir avec vos solutions. Et si vous venez avec des solutions, avec les solutions de compensation du handicap, je pense qu'effectivement, il y a aussi possibilité de trouver un boulot. Donc il n'y a pas besoin d'aller se sanctionner a priori, qui est peut-être aussi une des réponses au sujet. Et alors, est-ce que c'était une solution, ça, les 6%, les amis est-ce qu'on n'a pas ghettoisé l'emploi volontairement, un peu provoque ce terme que j'emploie de ghetto, mais quand on met un quota, finalement on enferme les gens dans quelque chose. Est-ce que ce quota était une bonne chose ? Allez-y. Si, c'était quand même une manière de, allez, on va dire contraindre, on pourrait dire sensibiliser les entreprises. Ouais. C'est bien qu'on marche un peu au bâton et à la carotte. Dans certains pays européens, ça se passe pas comme ça. En Angleterre, par exemple, c'est plutôt une bonification, une incitation. Il y a certains pays où c'est plutôt 2%, 3%. Enfin voilà. D'ailleurs, on ne sait même pas comment a été choisi ce chiffre de 6%, de manière un peu arbitraire apparemment. Mais voilà, disons qu'en Europe, on a un peu toutes les solutions, tous les systèmes. C'est pas pour autant que ça marche beaucoup mieux. Allez, on va évidemment parler compétences. Je crois, c'est quand même ça qui fait aussi l'emploi. Malheureusement, en tout cas, c'est la clé de voûte pour qu'il y ait plus d'emplois de personnes en situation de handicap. Pascal Imbes, le regard que vous portez sur l'éducation en France, sur l'école dite inclusive. Moi, je suis pas vous, mais je suis d'une génération où à l'époque on parlait d'intégration. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on n'a pas un peu détricoté toutes les politiques favorisant l'intégration, la sociabilisation des enfants en situation de handicap à l'école ? Alors moi je pense qu'en France le problème c'est aussi qu'on n'est pas dans de véritables systèmes éducatifs inclusifs comme dans d'autres pays, ça peut être le cas, et du coup en fait on est plutôt dans un système éducatif qui exclut les élèves au bout d'un certain... Voilà, si les élèves suivent pas, on les exclut, on va dire comme ça, et à partir de 10 ans pour les enfants en situation de handicap, on les écarte de l'école, et qu'on n'est pas donc en mesure de garantir ce qui devrait être... de garantir l'accès donc à l'école pour toutes et tous. Je rappelle que là, depuis la loi du 11 février 2005, c'est une obligation qui est vraiment ancrée. Et comment on fait pour ça ? Il faut évidemment rendre accessible, pas que le bâti. Ça, c'est presque le plus facile, en fait. Il n'y a pas que le bâti. Il faut rendre accessible à tous les types de handicap déjà, non seulement, évidemment, le bâti, mais aussi toutes les ressources, toutes les méthodes et tous les contenus pédagogiques. Et je dirais même que pour être vraiment inclusif, il faut aussi s'adapter à l'élève, en fait. Ça n'est pas à l'élève de s'adapter à l'école, c'est l'inverse, c'est à l'école de s'adapter à l'élève de façon à pouvoir agir également sur les temps scolaires qui sont adaptés aux enfants en fonction de la kiné qu'ils peuvent avoir, etc., et d'avoir un système de validation d'acquis compétences plutôt qu'un système qui exclut de fait, parce que certains enfants ne peuvent pas continuer à suivre après 10 ans. Mais dit-on aussi qu'il n'y a pas suffisamment d'AESH, les auxiliaires aux élèves en situation de handicap, qu'il n'y aurait pas un AESH en face de chaque enfant, Benjamin Louis ? Non, il y a un manque cruel. Moi, je l'ai vécu jeune. J'ai pas eu vraiment d'accompagnement. On a même refusé que j'aille à l'école publique. On a voulu m'envoyer dans une école spécialisée. Alors que vous, votre besoin, c'était quoi ? Moi, mon besoin, c'était surtout qu'on écoute, en fait, tout simplement, et qu'on m'aide à m'accompagner pour... qu'on m'accompagne pour pouvoir suivre comme les autres, en fait. Je demandais pas... Vous voyez un petit peu, voilà, exactement. Et vous n'aviez pas besoin particulièrement de cours en braille. Non, donc en fait, ce que vous demandiez juste, c'était ce dont vous aviez le droit et besoin, c'était quoi, des caractères agrandis sur vos documents ? Ça pouvait être d'avoir le cours en avance, d'avoir des photocopies de cours. Donc c'était vraiment du b.a.-ba. Mais juste ce b.a.-ba là, c'était juste pas possible en fait. Déjà, c'était pas entendu, premièrement. Et de deux, je pense que voilà, ils avaient une méconnaissance du sujet. Ça, c'est un manque d'éducation et de connaissances qui fait que du coup, on est mis de côté en fait. On est mis sur le bord de la route et ça, c'est une réalité. Et ça existe encore aujourd'hui. Moi, je l'ai subi il y a 20-30 ans et aujourd'hui, ça existe encore malheureusement. Vous, Vincent Julet, la formation professionnelle après, c'est... Comment on fait pour se réadapter ou comment on accompagne le handicap au cours de la vie ? Parce que la compétence, du coup, quand on perd un de ses sens ou une de ses facultés motrices ou mentales,
Comment on arrive à se réinsérer professionnellement? Je répondrais peut-être à cette question par si on devait choisir un point dans la loi de 2005 à corriger demain, ce serait former, sensibiliser toute la société au handicap. Mais tout le temps, c'est-à-dire qu'effectivement, former les professeurs des écoles, former les professeurs d'université, former les filières spécifiques. Je crois qu'aujourd'hui, si on ne forme pas, si on continue à avoir une telle méconnaissance de ce qu'est le handicap dans sa diversité, on continuera à se tromper et on continuera à avoir des employeurs qui ne trouvent pas les collaborateurs qui ne trouvent pas les employeurs. L'accès, la formation, en fait, elle va dans les deux sens. Je vais vous raconter ma vie. Moi, je suis mariée à un instit. Et en fait, il a 3 enfants, présumés en situation de handicap, parce que c'est pas toujours très clair dans sa classe, et il dit qu'il est complètement démuni. Il a 30 ans d'ancienneté, il sait pas comment faire, et il est dans l'impasse, mais véritablement dans l'impasse. Donc, enfin, on n'arrête pas d'en parler, c'est l'Arlésienne. La formation des instits, la formation des profs, tout ça, ça n'arrive jamais. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, on a quand même des chiffres, et on sait qu'à peu près environ, il y a seulement 2 enseignants sur 10 qui sont formés, qui reçoivent une petite formation au sujet du handicap. Et ça ne s'improvise pas, en effet. Donc, effectivement, ça explique, je pense, l'inadaptation en partie donc, de l'école aux enfants en situation de handicap. Mais en fait, ça cristallise des colères de chaque côté, parce qu'il y a des syndicats quand même d'enseignants qui sont à dire on veut plus de l'école inclusive. Ouais. C'est vrai. Et c'est grave. Ouais. C'est vrai. Et donc Emmanuel Zemmour, il avait Emmanuel Zemmour. Oh le lapsus. Pardon. Éric Zemmour, lors de la campagne électorale pour la présidentielle de 2022, avait-il finalement raison quand il disait que l'école inclusive et l'obsession de l'école inclusive était une mauvaise manière faite aux autres enfants? Non, Malheureusement, je ne crois pas. Peut-être. Non, mais c'est pas entendable. Non, c'est pas entendable. Oui. Mais du point de vue de certains instits, ça l'était totalement. De leur point de vue, oui, Le effectivement. problème, c'est qu'il était candidat à une élection présidentielle et voilà, on ne peut pas se permettre de dire ce genre de choses. Allez, l'accès à l'éducation, à l'école, sur le plan physique, c'est aussi l'accès au transport, entre sport en commun. On a eu ce sujet pendant les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques de Paris 2024. On avait une grosse inquiétude. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. Malgré tout, les transports en commun dans Paris, dans le métro, c'est toujours pas ça. APF France Handicap avec d'autres associations, vous militez beaucoup, en tout cas en faveur d'un métro totalement accessible. Aujourd'hui, on en est où? C'est quoi l'héritage de ces Jeux? Bien, j'espère que justement, ça va être un des héritages des Jeux, puisque donc on a quand même avec les pouvoirs publics signé un pacte, et donc avec, y compris la région Île-de-France, donc la mairie de Paris, et malheureusement, comme à ce moment-là, le gouvernement était, comment dit-on déjà, enfin, il n'était plus en action en fait, puisque donc il n'a pas encore signé le pacte, mais on entend bien, en tout cas, que l'État le signe également, et ce pacte vise à finalement dire que on arrête de déroger à l'obligation d'accessibilité, qu'on se place dans une autre optique, c'est-à-dire comment on fait pour programmer véritablement l'accessibilité donc du métro, sans vouloir oublier cet objectif-là. En fait, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passait quand même. C'est pour ça qu'on était donc dans le métro à Paris est un des métros les moins accessibles quand même au monde, il faut le savoir. En tout cas, aux personnes utilisatrices d'un fauteuil roulant ou à mobilité motrice réduite. Oui. Mais enfin, il ne faut pas faire de promesses vaines non plus. On a 365 stations avec une multitude de changements, de couloirs et enfin, ça sera de toute façon jamais accessible. Bah si, pourquoi jamais? Toutes les stations. Oui. À partir du moment où vous programmez sur un plan d'action sur l'accessibilité, en tout cas, c'est possible et on va le prouver puisque du coup, c'est pas juste. Donc, la signature du pacte, c'est depuis il y a des groupes de travail qui se réunissent et qui programment, en tout cas, la mise en accessibilité des stations. Voilà. Et la vocalisation, messieurs. Mais évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous qui êtes déficients visuels, messieurs, la vocalisation des métros, c'est aussi un sujet, puisque on a quand même quelques lignes dans Paris qui n'annoncent toujours pas les stations. Vous faites comment pour vous débrouiller?
Alors ils ont sorti une application Compagnon Train qui permet d'utiliser un smartphone pour avoir le nom de la station annoncée. Mais tout le monde n'est pas utilisateur d'un smartphone, surtout quand on a un âge avancé ou qu'on est totalement allergique à la technologie. En fait, le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'ils le promettent. Ça devait être quelque chose de fait pour les Jeux 2024. Pour les Jeux, ouais. Et malheureusement, on n'y est pas. On n'y est pas, on a fait du bricolage de dernière minute pour essayer de temporiser avec les associations. Et en fait, moi, j'ai rencontré monsieur Jean Castex 10 mois avant les Jeux, qui était arrivé à la RATP. Et du coup, je lui ai parlé. Très accessible, mais malheureusement le résultat est dommageable, parce que c'est vrai que en lui parlant, je lui ai justement parlé de la vocalisation et il était au courant de ce sujet-là. Il m'a dit on y travaille fortement et il me l'a expliqué. Il m'a dit de toute façon pour les Jeux n'y comptez pas. Bon, j'ai dit bon, au moins vous êtes clair, mais on va le faire pour après les Jeux, vous inquiétez pas, ça sera l'héritage des Jeux. Mais en fait je lui ai dit on voulait pour les Jeux, on voulait pas pour l'héritage, on le voulait pour les Jeux. Et en fait il m'a dit mais moi je suis arrivé trop tard ici à la RATP. Mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais monsieur Castex, vous étiez Premier ministre. Donc en fait, c'est que ces gens-là ne sont jamais comptables de ce qu'ils font, peu importe la place où ils sont. Le problème, c'est que on fait jamais finalement de bilan de ces gens-là. Il n'y a jamais de bilan, et c'est ça le problème. C'est qu'il faut des bilans. Il faut des bilans et dire ce qui va et ce qui ne va pas, en fait. Et ce qu'il faut améliorer. Et c'est ça le problème en politique aujourd'hui qu'il se passe, c'est le manque de bilan. Et donc finalement, on n'avance jamais, en fait. En parlant de bilan, la loi Elan, alors là, je parle de logement. C'est toujours, mais ça c'est l'accessibilité à l'habitat. La loi Elan passée d'une obligation de 100% de logements accessibles dans le neuf à 20% de logements accessibles. Et Pascal Ribes, il y a ici et là des voix qui pensent que l'APF France Handicap a peut-être été un peu faible sur ce combat. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Alors moi j'ai envie de répondre à ça, que c'est une fake news, hein. Évidemment ça arrange peut-être certaines personnes. De vous porter pour responsable et vous tenir pour responsable exactement, de ça. C'est quand même un peu facile. Je pense exactement, et l'association depuis toujours, que en fait sur le sujet donc de l'accessibilité donc des logements. L'enjeu, c'est les rendre tous accessibles pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, y compris avec donc des personnes de son entourage, etc. L'idéal, ça serait vraiment ça. Et cet idéal, il ne faut pas l'oublier, il faut se mettre en ordre de route pour l'atteindre. Et il n'est pas question d'avoir un quelconque pourcentage en fait qui diminue, qui vient porter atteinte à la loi à la fois du 11 février 2005, mais aussi à l'article, je ne sais plus lequel, mais enfin la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui dispose de l'accessibilité universelle partout. Le défenseur des droits lui-même, à l'époque c'était Monsieur Toubon, qualifiait la loi Elan, et je pense exactement la même chose, d'un accroc à l'état de droit. Pourquoi ? Parce qu'elle renonce complètement à la mise en œuvre de l'accessibilité donc pour 20% des logements. C'est inadmissible. Ce qui est quand même assez dingue rétrospectivement, pardon. Mais ce qui était quand même assez dingue rétrospectivement, c'est que c'est vraiment rangé dans la catégorie des fausses bonnes idées, hein, cette loi. Ouais. Parce que, en fait, la loi de 2005, on a tous fait le constat qu'on n'arrivait pas à la respecter. Hein. Globalement, au sens large, on peut prendre quasiment chacun des items et se dire on est encore, suivant les cas, encore assez loin du compte. Et on a fait une nouvelle loi pour être moins 10 ans sur quelque chose qu'on n'arrivait déjà pas à tenir. C'est quand même, ça interroge. Ouais. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été ici sur le plateau de Sud Radio. Malheureusement, nos échanges sont terminés. Vincent Julia, vice-président de la PHPP, merci d'avoir été là. Benjamin Louis, président de Cœur Handisport. Et puis Pascal Ribes, président de l'APF France Handicap. Je suis désolé. Tout de suite sur Sud Radio, vous ne bougez pas. Alexandre Priam avec la rencontre Montpellier-Toulon. Très belle soirée sur Sud Radio, c'est juste après les infos.